Nous allons donc parler ensemble du briefing qui présente le programme numéro 7 pour la formation à la licence PPL et LAPL. Ce briefing traite du vol lent à différentes configurations. Le programme Mania 7 fait partie de la première phase de la formation, Mania Tour de piste. Les objectifs de ce programme numéro 7 sont d'identifier la plage du vol lent et de sortir du vol lent, et d'évoluer en vol lent à différentes configurations tout en maîtrisant la symétrie du vol. Les briefings que nous allons voir ensemble sont la définition du vol lent, le premier et le second régime, les vérifications de sécurité avant de faire du vol lent, les inclinaisons max en vol lent, l'accélération pour quitter le second régime durant les évolutions en vol lent, la présentation des cartes VAC et enfin la démonstration de la stabilité de l'avion sur une sinusoïde amortie. Le vol lent, par définition, est compris entre la vitesse minimum de vol et 1,3 fois la vitesse de décrochage. Comme vous le voyez à l'écran, tout ce qui est à gauche, c'est dans le décrochage, et tout ce qui est à droite, c'est ce que l'on pourrait appeler des vols dans une phase de vol normale. C'est très important, le décrochage ne fait pas partie du vol lent. Ainsi, pour éviter d'évoluer avec l'avertisseur de décrochage, qui est un des signes précurseurs du décrochage, les évolutions en vol lent ne se feront pas jusqu'à la vitesse minimum de vol. En entraînement, sauf cas particulier, les évolutions sont limitées entre 1,2 fois la vitesse de décrochage et 1,3 fois la vitesse de décrochage. Cette petite partie que vous avez ici entre la vitesse de décrochage et 1,2 fois la vitesse de décrochage, et entre les deux, c'est du vol lent mais avec l'avertisseur de décrochage et ça s'appelle la phase de vol approche du décrochage qui est une phase de vol bien particulière qui fait l'objet d'un cours, c'est le cours sur le décrochage. Lorsque vous évoluez en vol lent, il y a des caractéristiques qui sont différentes d'un vol normal et plus vous volez lentement, plus vous allez avoir une forte assiette à cabrer, plus l'efficacité des gouvernes sera réduite, plus l'effort sera faible aux commandes et plus les effets secondaires des gouvernes et du moteur seront amplifiés. Parlons maintenant du premier et du second régime en faisant quelques rappels d'aérodynamique et en commençant par la courbe de puissance nécessaire. Cette courbe, elle nous est donnée par des ingénieurs aérodynamiques et vous avez à l'écran un exemple de courbe générique. Sur cette courbe, nous pouvons, si nous avons défini une vitesse, en déduire la puissance qu'il va falloir fournir à l'avion, la puissance nécessaire pour voler à cette vitesse. On peut également faire apparaître certaines vitesses caractéristiques, comme la vitesse de décrochage, 1,3 fois la vitesse de décrochage, qui est à peu près située ici, et définir à peu près la position des évolutions en vol lent, qui sont entre 1,2 et 1,3 fois la vitesse de décrochage, et la petite partie particulière qui correspond à la phase de l'approche du décrochage. Regardons maintenant la courbe de puissance utile. C'est la courbe qui correspond à la puissance que vous délivrez à votre avion, en général avec un moteur. Et voici une courbe générique pour un moteur à piston. Vous le voyez, lorsque la vitesse augmente, sur une plage de vitesse, la puissance délivrée est quasiment fixe. Vous pouvez bien évidemment faire varier la puissance utile en agissant sur le moteur, en diminuant ou en augmentant cette puissance. Je vous propose maintenant de mettre ces deux courbes sur le même schéma en commençant par la courbe de puissance nécessaire. C'est la fameuse courbe qui, par rapport à une vitesse, nous dit quelle puissance il faut fournir à l'avion pour voler à cette vitesse et d'y rajouter la courbe qui correspond à la puissance que l'on peut fournir à notre avion, la courbe de puissance utile que nous venons de voir. Si on regarde la superposition de ces deux courbes, on observe deux endroits où les courbes se croisent. C'est-à-dire qu'avec cette puissance utile délivrée, avec cette puissance que nous délivrons à l'avion, il va être possible de trouver deux équilibres qu'on pourrait appeler E1 et E2 qui correspondent chacun à une vitesse. Donc ce n'est pas intuitif, mais il faut l'accepter. Une puissance fixe permet de voler à deux vitesses différentes. Je vous propose d'aller un peu plus loin. Si on fait varier la puissance que l'on délivre à notre avion, la puissance utile, on peut par exemple réduire la puissance. Dans ce cas-là, comme vous le voyez à l'écran, on retrouve encore deux points d'équilibre. Donc, pour une puissance affichée, deux vitesses différentes possibles pour l'avion.
On peut également augmenter la puissance. De la même manière, il y a 2 points d'équilibre. Donc pour une nouvelle puissance plus forte, on retrouve 2 vitesses possibles. Il existe une seule position, c'est avec cette puissance qui est tout en bas à l'écran, où il n'y a sur cette tangente qu'un seul point d'équilibre. Le point d'équilibre dit E1 et E2 sont confondus, il n'y a qu'une seule vitesse possible. Nous venons de voir que pour chaque puissance, il existe 2 vitesses, 2 points d'équilibre, sauf une exception. Je vous propose maintenant de figer le vol pour un vol en palier, l'altitude est fixe, et à une puissance fixe. La courbe bleue ne bouge pas. On imagine donc que l'avion vole en palier. Nous venons de le voir, il y a 2 possibilités de vitesse. Et nous allons maintenant étudier ce qu'il se passe sur les autres plages de vitesse, c'est-à-dire en dehors de la position d'équilibre. Commençons par toutes les vitesses qui sont comprises entre la vitesse E2 et la vitesse E1. Comme vous le voyez à l'écran, sur ces vitesses, l'avion a besoin, c'est la puissance nécessaire, de moins de puissance que la puissance qui est délivrée. Donc, il y a tout simplement entre ces deux courbes ce que l'on pourrait appeler un excédent de puissance. On délivre plus de puissance que l'avion en a besoin sur cette plage de vitesse. Donc, si l'avion se retrouve à une vitesse entre les deux ici, l'excédent de puissance va se transformer en vitesse, c'est-à-dire qu'il va accélérer pour aller rejoindre ce point d'équilibre E1. Si nous regardons à droite de la vitesse d'équilibre E1, nous constatons que l'avion, pour voler à ces vitesses à droite, a besoin de plus de puissance que la puissance qui lui est délivrée. Il y a donc, dans cette phase de vol, un déficit de puissance. Le déficit de puissance va se traduire par une vitesse qui décélère, c'est-à-dire une perte de vitesse. C'est-à-dire que si l'avion se retrouve ici avec les conditions de puissance en palier que nous avons fixées, il va avoir besoin de plus de puissance, mais il y a un déficit, on ne lui délivre pas, donc la vitesse va réduire. Il se passe la même chose à gauche de E2. Il faudrait plus de puissance pour tenir les vitesses qui sont inférieures à la vitesse d'équilibre 2, or on en délivre moins. Il y a donc ce que nous pouvons appeler un déficit de puissance, donc la vitesse, si elle se retrouve ici, va décélérer. C'est très important car ça nous permet de définir un équilibre que nous pouvons dire stable à E1 et un équilibre que nous pouvons dire instable à E2. Par exemple, si vous êtes à E1 et que la vitesse diminue légèrement, nous l'avons vu, l'excédent de puissance va faire réaccélérer l'avion jusqu'à E1. A l'inverse, de l'autre côté, si la vitesse augmente, avec les paramètres de puissance fixe, il y a un déficit de puissance et la vitesse revient à E1. C'est l'inverse qui se passe à E2. S'il y a un déséquilibre de vitesse, la vitesse va quitter l'équilibre 2 pour aller rejoindre E1, ou alors de l'autre côté, aller décélérer jusqu'au décrochage. On peut en définir 2 phases de vol, une phase de vol qui est stable et une phase de vol qui est instable. La séparation se situe sur la tangente basse, à la fameuse vitesse particulière qui correspond aux 2 équilibres. Toutes les vitesses qui sont à droite de cette séparation appartiennent au premier régime. Ce sont des vitesses qui appartiennent à un équilibre qui est dit stable, car si elles varient légèrement autour de l'équilibre, la vitesse va avoir tendance à revenir naturellement vers l'équilibre. A l'inverse, tout ce qui est à gauche de la séparation, c'est des vitesses qui appartiennent au second régime, et ce second régime est dit instable, car s'il y a une légère variation de vitesse, l'instabilité ne permettra pas à la vitesse de revenir naturellement vers l'équilibre initial. La particularité du vol lent, c'est que lorsque vous évoluez en vol lent, vous êtes principalement dans le second régime de vol et vous allez donc devoir faire des corrections pour tenir l'équilibre. Vous êtes dans une phase de vol instable, c'est le second régime, donc il faudra faire des variations de puissance à accélérer ou à réduire pour tenir l'équilibre que vous souhaitez au niveau de la vitesse choisie. Avant de faire des évolutions en vol lent, bien que ce ne soit pas un décrochage, vous avez quand même des actions de sécurité à faire. On peut les diviser en 2 parties, sécurité intérieure et sécurité extérieure. Pour la sécurité intérieure, il faut mettre la pompe à essence sur on si votre avion est équipé et la réchauffe carburateur sur chaud, tout simplement pour protéger votre avion lors des évolutions avec une puissance réduite. Vérifiez également que l'intérieur de la cabine est rangé, que tous les objets soient arrimés et les ceintures correctement attachées pour être libre et pouvoir piloter sans blocage des commandes par exemple. Concernant la sécurité extérieure, je le répète, ce n'est pas un décrochage, mais pourtant il est important d'avoir une hauteur minimale et il semble que la valeur de 1500 pieds sol en mini soit un bon ordre de grandeur. Concernant l'inclinaison maximum en virage. Pour rappel, en virage en palier, le facteur de charge augmente.
Plus l'inclinaison augmente, plus le facteur de charge augmente. La vitesse de décrochage, elle, est directement liée au facteur de charge, ce qui veut dire que lorsque le facteur de charge augmente, la vitesse de décrochage augmente. Donc, la vitesse de décrochage va augmenter en virage. Il va donc falloir être vigilant à ne pas avoir une vitesse trop faible si vous inclinez votre avion. Lorsque vous faites des virages en vol lent, la technique de pilotage, c'est de limiter l'inclinaison en fonction de la vitesse à laquelle vous volez. Si vous volez à 1,2 de la vitesse de décrochage, l'inclinaison max, c'est 10 degrés. Si vous volez à 1,3 de la vitesse de décrochage, c'est la vitesse en finale, l'inclinaison max, c'est 20 degrés. Et si vous volez enfin à 1,45 fois la vitesse de décrochage, c'est la vitesse en vente arrière, eh bien l'inclinaison max, cette fois-ci, c'est 37 degrés. Dans ce tableau, on retrouve les inclinaisons max en fonction de la vitesse de décrochage et comme vous le voyez, c'est bien une valeur maximale. Donc l'inclinaison recommandée, en toute logique, est inférieure au max. C'est également ce que l'on retrouve sur cette affiche de la DGAC avec comme par exemple l'écran de 1,3 fois la vitesse de décrochage, nous l'avons vu, 20 degrés c'est la valeur maximale, mais le vert, qui correspond à une utilisation normale, eh bien, indique une valeur d'inclinaison inférieure au max, 10 degrés. Enfin, c'est très important également, quand vous faites des virages en vol lent, faites des virages à vitesse constante, ne laissez pas la vitesse diminuer durant le virage. Après vos évolutions en vol lent, vous allez quitter le vol lent et accélérer pour quitter ce second régime. J'insiste bien, la procédure que nous allons décrire ici n'est pas la procédure de sortie du décrochage. Vous quittez uniquement la limite basse du vol lent. Il n'y a pas de symptômes de décrochage, il n'y a pas l'avertisseur de décrochage. En ligne droite, c'est assez simple. Tout d'abord, vous maintenez l'assiette, vous affichez progressivement la puissance vers plein gaz et contrez les effets moteurs. Ils sont significatifs lorsque vous êtes à une vitesse faible. Ensuite, eh bien, vous adaptez l'assiette pour maintenir le palier, l'avion est en train d'accélérer, et vous compensez si jamais c'est nécessaire, si un effort apparaît aux commandes. En virage, vous allez tout d'abord commencer par annuler l'inclinaison, vous revenez à une inclinaison nulle, et ensuite c'est la même procédure, maintenir l'assiette, augmenter la puissance, adapter l'assiette pour maintenir le palier, et compenser si c'est nécessaire. Pour finir sur les particularités des évolutions en vol lent, un point très important est qu'il ne faut pas évoluer en vol lent avec l'avertisseur de décrochage. L'avertisseur de décrochage est un symptôme du décrochage et il y a une réaction particulière lorsqu'il apparaît. La sortie de l'approche du décrochage va être vue plus tard dans le programme 10 et c'est à ce moment-là que tu apprendras comment sortir du décrochage et de l'approche du décrochage et cela est différent des évolutions en vol lent. Présentons maintenant ensemble les cartes VAC. Les cartes VAC, en anglais Visual Approach Chart, ce sont les cartes d'approche à vue. Vous pouvez les télécharger sur différentes applications, mais également sur le site officiel du SIA, le service de l'information aéronautique. Je vous propose de regarder ensemble l'exemple des cartes VAC de Chartres. Sur la première page, comme pour beaucoup de terrains, il y a des dessins de l'environnement en vol, mais aussi de l'environnement au sol, les longueurs de piste. On y trouve aussi d'autres informations pertinentes, comme par exemple les fréquences qui sont utilisées sur le terrain. Ensuite, il y a des cartes texte en plus ou grand nombre en fonction des terrains, où vous trouvez des informations, des consignes particulières et aussi des informations diverses, comme des numéros de téléphone ou des informations pour savoir s'il y a de l'avitaillement possible sur le terrain. Sur certaines cartes, vous avez également des trajectoires de départ qui sont souvent des trajectoires anti-bruit pour ne pas survoler les zones cerclées de bleu. Ce sont des zones dont le survol doit être évité. Vous retrouvez dans le classeur VAC partie généralité une légende qui vous permet de déchiffrer toutes les informations que vous retrouverez sur la carte VAC, comme par exemple l'altitude du tour de piste en QNH et l'altitude du tour de piste en Fox Echo lorsqu'elle est entre parenthèses. Durant ce programme, l'instructeur vous fera une démonstration de la stabilité de l'avion. Pour faire cette démonstration, il va trimer l'avion en palier à 1,45 fois la vitesse de décrochage, au minimum à 1500 pieds sol. Et puis ensuite, il va perturber l'équilibre de l'avion avec une petite action à cabrer, ou à l'inverse, à piquer, puis lâcher les commandes. Et ça va vous permettre d'observer que l'avion va osciller
entre une position à cabrer et à piquer de plus en plus faible pour retrouver progressivement sa position initiale. Dans cette courte vidéo, je vous propose de voir ensemble un exemple. Vous voyez, l'avion est trimé en palier. L'instructeur va perturber l'équilibre de l'avion par une petite action à cabrer et il va lâcher les commandes. Il va juste contrôler l'inclinaison avec les ailerons. Comme l'avion est encabré, la vitesse diminue, la portance diminue, donc l'avion redescend. En redescendant, la vitesse va augmenter, la portance également va augmenter, et donc l'avion va avoir tendance à remonter avec la portance qui augmente, et ainsi de suite. Vous allez le voir, il va se retrouver à cabrer, un peu moins fort que tout à l'heure. La vitesse va à nouveau diminuer, la portance également va à nouveau diminuer, et l'avion va se remettre en descente, et tout cela sur un système d'oscillation avec des variations à cabrer et à piquer de plus en plus faibles. Vous voyez, le vario ne va pas atteindre supérieur à 1000 pieds minute comme on avait tout à l'heure. C'est un vario un peu plus faible en descente. Et progressivement, l'avion retrouve une position d'équilibre sur la position sur laquelle il avait été compensé avant de débuter l'exercice. Il existe une petite variante de cette démonstration qui sera faite obligatoirement par l'instructeur, qui commence de la même manière en trimant l'avion à 1,45 fois la vitesse de décrochage, mais cette fois-ci un peu plus haut en faisant les actions de sécurité avant décrochage, puisque la perturbation sera plus significative, l'avion va être amené au décrochage en lice. C'est bien l'instructeur qui fait cette démonstration. Et ensuite, en lâchant les commandes, vous allez voir qu'après l'abatté, l'avion va osciller et retrouver sa position initiale. Mais cette fois-ci, dans cette démonstration, les variations d'assiette et de vitesse seront beaucoup plus importantes avant que l'avion retrouve sa position d'équilibre. Pour finir, 2 recherches personnelles à faire avant le programme Mania 7. Tout d'abord, à l'aide du manuel de vol de votre avion, notez les vitesses de décrochage et ensuite, étudiez la carte VAC de votre terrain. Les exercices en vol de ce programme Mania 7 sont tout d'abord de faire les vérifications de sécurité avant le vol lent. Une fois que vous aurez fait ces vérifications, vous évoluerez à différentes vitesses et configurations du vol lent à altitude constante. Ensuite, vous accélérerez pour sortir du second régime en vol rectiligne. Vous ferez l'exercice d'accélération pour quitter le second régime, cette fois-ci en virage. Et vous aurez également une démonstration de la stabilité de l'avion, ce que l'on appelle la sinusoïde amortie, lors d'un vol rectiligne en palier. Nous avons fini la présentation de ce programme Mania 7. Je vous souhaite un très bon vol.